Le voyage d'Alceste, texte de Françoise Thirion, avec dans les rôles que nous allons vous lire, les rôles d'hommes, Louis Jouvet, Georges Dudac et les prisonniers polonais au camp d'Auschwitz, avec Mounette, Heidi, également Madame Vandamme, Poupette, Lulu. On va lire tous ces personnages ensemble qui sont une partie des femmes qui ont accompagné Charlotte au camp de concentration de Birkenau-Auschwitz. Charlotte Delbo, à la fois jeune, là, puisqu'elle est partie en 1943. Et moi, je vais accompagner le texte en lisant le cœur des femmes. Scène 1, l'adieu au personnage de théâtre. C'était un mois de janvier 1942. Il faisait froid. C'était un mardi ou peut-être un dimanche. C'était un jour comme les autres, gris et rempli de cris. Puisque tu m'avais quitté, puisqu'il t'avait fusillé, puisque je ne pourrais plus te serrer contre moi et te couvrir de baisers. Nous étions près de 230 femmes, entassées les unes sur les autres dans un wagon à bestiaux. Les fenêtres étaient plombées. Nous roulions vers l'est, toujours vers l'est. Nous ne savions pas où s'arrêterait le train. Il faisait de plus en plus froid. C'est là qu'a commencé notre descente aux enfers. 230 Eurydice éperdus, sans aucun Orphée à l'horizon, sans espoir, sans larmes, sans rien, que nos maigres valises éparpillées dans la paille. Nous pressentions que nous ne reviendrions jamais vivantes. Nous étions déjà mortes. Notre passé s'effaçait peu à peu. Nous pressentions qu'il n'y aurait pas de futur. Et soudain, un homme s'est allongé à mes côtés. Il était vêtu d'un costume de théâtre. Il avait ôté son chapeau. Il avait votre voix, monsieur Jouvet. La voix de Don Juan? Non. Celle de Rodrigue, d'Hamlet, ou plutôt celle d'Alceste? C'était celle d'Alceste. L'ennemi du genre humain. Oui. Sur le quai de la petite gare de Compiègne, Hamlet, Rodrigue, Don Juan, Sganarelle, Chimène, Célimène, Argan, Toinette, tous, ils étaient là, alignés. D'un signe de la main, ils m'ont murmuré « Adieu, petite fille ». Et vous n'aviez toujours pas peur, Charlotte? De quoi aurais-je eu peur, monsieur Jouvet? Je n'ai jamais eu peur, même dans les pires moments. Je croyais qu'on nous amenait au bagne, que j'allais casser des cailloux en Sibérie, comme dans les livres de Tolstoï que j'avais lus. Vous aviez la fierté d'Électre, ma petite Charlotte. Et la résistance d'Antigone. La fureur d'Hermione, l'amour aveugle de Chimène. Et l'inconstance de Célimène. Jusqu'au dernier moment, j'ai serré mon flacon de parfum Dior contre mon cœur. Je ne l'ai quitté qu'après la dernière douche à Auschwitz. La peur m'avait quitté pour toujours à Paris dans la prison de la Santé. La dernière fois que j'ai vu mon mari couvert du sang de la torture, le corps déjà troué par la balle qui allait l'emporter à jamais. Lui, Georges Dudac, ma seule raison de vivre. Comment aurais-je pu imaginer ce qui nous attendait? Seul Alceste est monté dans le train. Il est devenu mon compagnon de route, mon véritable ami. Seul, l'acrimonieux Alceste était à tes côtés pour t'accompagner jusqu'aux portes de l'enfer, où l'humain cesse d'être. Scène 2, le convoi du 24 janvier 1942. Le train s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Nous avons rassemblé en toute hâte nos affaires, des cris, des aboiements, des ordres, déjà des coups.
Devant nous, une étendue de glace grise et désolée. Des hommes hagards en costumes rayés commençaient à nous trier comme des moutons serrés les uns contre les autres. Une colonne de femmes, d'enfants et de vieillards se dirigeait vers une indicible fumée noire d'où se dégageait une insupportable odeur. Alceste n'est pas descendu du train à Guédon. Son image s'est dissipée. Sa voix est devenue un inaudible sifflement. L'une de nous a entonné la Marseillaise. Nous nous sommes regroupés autour d'elle pour chanter ensemble une dernière fois. Seule la mort allait nous séparer. Vous étiez toutes là, mes chers fantômes. Et vous n'alliez plus jamais me quitter. Je m'appelle Adélaïde Hauteval. On m'appelait Heidi. Je suis née dans le Bas-Rhin, mon père était pasteur. J'étais neuropsychiatre. J'ai porté l'étoile en solidarité avec les Juifs. J'ai été arrêtée et transférée à Romainville. Et j'ai fait partie du convoi de Charlotte. Comme j'étais médecin, j'ai été affectée au bloc des expériences, consacré à la stérilisation des femmes et aux injections de produits caustiques. J'ai refusé. En punition, j'ai été envoyée parmi les autres détenus. Je devais être exécutée. Mais une détenue m'a sauvé la vie en me donnant un somnifère, moment crucial. Je n'ai pas très bien su ce qui s'était passé. On m'a raconté qu'on a envoyé un autre cadavre à ma place dans la fosse commune. La chance. J'ai tout de même attrapé le typhus. J'ai été rapatriée plus tard car j'ai soigné des malades intransportables. J'ai été décorée de la Légion d'honneur. On m'appelait Marguerite de Nantes. En fait, je suis née à Valette. J'ai fait mes études d'institutrice à l'école normale de Nantes. J'ai épousé un collègue instituteur, André Lhermitte. J'ai eu un fils. Nous étions communistes. Au début de l'occupation, nous diffusions des écrits pour éclairer l'opinion publique sur la collision du régime de Pétain avec les Allemands. Nous avons été arrêtés, mon mari et moi. André est mort à Auschwitz. Il aurait été gazé. Je suis partie avec le convoi de Charlotte Delbo. Je suis morte à la suite d'une entérite aiguë. C'est ce que mes parents et mon fils ont appris en recevant un papier signé par le préfet de la Loire-Inférieure. Je m'appelle Yvonne Blech. Je suis née à Brest, puis ma famille est partie à Paris. J'ai travaillé comme secrétaire chez Gallimard. J'ai été chargée de corriger les premiers volumes de la collection de la Pléiade. C'est ainsi que j'ai connu mon mari, l'écrivain René Blech. En 1941, il est rentré dans la clandestinité. Il avait élu domicile chez une femme, qui est très vite devenue sa maîtresse. La Gestapo, qu'il n'a pas trouvée chez nous, m'a emmenée à sa place. Pendant le dur voyage vers Auschwitz, je suis restée debout. Mon instinct me disait que nous gagnerions. J'ai dominé mes sentiments de jalousie. Je suis morte de la dysenterie pendant le voyage vers la mort. Juste avant de mourir, j'ai demandé à mes camarades de dire à mon mari que je le maudissais. Je m'appelle Poupette, je suis née aussi à Brest. J'ai été arrêtée avec ma sœur Mariette pour des faits de résistance. Nous étions encore des gamines. J'ai fêté mes 18 ans à Auschwitz. J'étais très frêle. Ma sœur est morte là-bas de la dysenterie. Moi, j'ai survécu, par miracle. Aussi parce que j'ai rencontré des femmes formidables qui m'ont aidée à survivre. Je suis revenue dans ma ville natale. Ma mère était morte de chagrin. Mon père s'était remarié avec une femme plus jeune qui m'a chassée de la maison. J'ai épousé un homme qui m'a maltraitée, mais j'ai eu 5 très belles jeunes filles. J'ai lu tous les livres dont Charlotte Delbo m'a parlé sur le camp. Je lui avais promis, j'ai tenu ma promesse, et tous ces livres m'ont aidé à surmonter tous mes malheurs. Je m'appelle Danielle Casanova.
Je suis d'origine corse, j'étais dentiste et j'épousais un camarade, Laurent Casanova. Nous étions tous les deux des militants du Parti communiste depuis 1934. Je faisais partie de la direction clandestine. J'ai été arrêtée en 1942 et mise au secret à la santé parce que je communiquais avec les camarades hommes. J'ai aussi fait partie du même convoi que Charlotte Delbo. Comme j'étais dentiste, j'ai travaillé au Revire, c'est ainsi que l'on nommait l'hôpital du camp. Position exceptionnelle. Je passais mes journées au chaud, j'avais des bas de soie, de bonnes grosses chaussures de ski. J'ai pu ainsi sauver des camarades. Tout ont pensé que je reviendrais. Mais je suis morte du typhus. La maladie a été d'autant violente et rapide que je n'étais pas affaiblie. Des rues portent mon nom à Paris et ailleurs. J'ai été décorée de la Légion d'honneur à titre posthume. On m'appelait Mounette. Je suis née au Lilas, près de Paris. J'appartenais à la jeunesse communiste. Pendant une manifestation du 14 juillet, j'ai déplié le drapeau français au-dessus de ma tête et j'ai chanté la Marseillaise. J'ai été arrêtée, la police m'a arrêtée, mais m'a relâchée. Après, j'ai pris part à l'attaque d'une librairie allemande avec un groupe de jeunes FTP et j'ai été prise. Mon fiancé aussi a été pris et fusillé au champ de tir d'Issy-les-Moulineaux. Il avait 22 ans. Moi aussi, j'ai fait partie du convoi de Charlotte. À la descente du train à Birkenau, je marchais en tête de la colonne avec Paulette et nous sommes entrés à Auschwitz en chantant la Marseillaise. On ne sait pas comment je suis morte. Ma mère n'a pas reçu d'avis de décès. Elle attendra mon retour jusqu'à sa mort. Je m'appelle Theodora van Damme. Je suis née à Edam, aux Pays-Bas. J'étais secrétaire de la Chambre de commerce néerlandaise à Paris. J'y suis restée jusqu'en 1918, puis je me suis installée à Saint-Mandé, près de Paris, avec mes 2 filles, mes 2 grandes filles. Mon mari appartenait à un réseau de militants hollandais. Il s'est enfui au Portugal et a réussi à atteindre Londres. Les Allemands nous ont arrêtés à sa place, mes filles et moi. J'ai été torturée au fort de Roumanie. Une de mes filles s'est enfuie et l'autre m'a rejointe. Et nous avons été embarqués dans le convoi de Charlotte. Nous sommes mortes à la course. Ma fille me soutenait, mais j'étais trop âgée pour courir. Nous avons toutes les 2 succombé sous les coups des capots. Je m'appelle Lulu, ou Lucienne Thuvenin. J'ai été élevée à Marseille et j'y ai même travaillé comme secrétaire. Puis nous sommes allés vivre à Paris et j'ai épousé Georges Thévenin. Nous militions au Parti communiste. Toute la famille est rentrée dans la clandestinité. On distribuait des tracts. J'ai confié mon bébé à ma mère et ma soeur et moi, nous nous sommes occupés à recruter des combattants pour la résistance. Nous avons été arrêtés en 1942, sous une fausse identité, et notre frère aussi. Je n'ai jamais quitté ma sœur, qu'on appelait Carmen. Nous avons eu le typhus, et en 1944, nous avons été libérés et évacués vers Ravensbrück. Toutes les 2, nous avons été sauvés, et mon mari aussi. Après la guerre, nous avons continué à militer, mais j'en ai gardé une très mauvaise santé. On peut dire que toute la famille a eu bien de la chance de revenir vivante de cet enfer. Je suis née avec un autre nom, j'ai oublié lequel. Et quand la Gestapo m'a prise, je me suis fait passer pour une Anglaise. De toute façon, ils s'en foutaient, ils m'ont prise pour une Juive. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'avais pas de papier sur moi, alors ils m'ont mise en prison à la santé. J'ai tenté de me suicider en avalant une ampoule électrique. Ils m'ont battu à mort et m'ont emmené finalement dans un wagon à bestiaux. J'ai appris plus tard que c'était le convoi d'une certaine Charlotte Delbo. Ce sont ses amis qui me l'ont appris. Ils sont venus me voir car j'ai tout oublié ce qui s'est passé là-bas. Je suis sortie vivante de cet enfer. Comment? Mais sans mémoire.
car j'ai tout oublié. Je m'appelle Charlotte Dudac d'Elbo. Je suis née dans la région parisienne. Mes parents étaient italiens, originaires du Piémont. Mon père était un anarchiste fervent et ma mère une militante de gauche. Le Parti communiste a été mon université. J'y ai appris la sténo, l'anglais, l'allemand et de solides connaissances en philosophie. J'y ai aussi rencontré l'homme de ma vie, Georges Dudac. Salut 3. Les deux hommes de la vie de Charlotte Delbo. Georges Dudac et Louis Jouvet. Au camp, l'oubli était notre pire ennemi. Oublier en survivant à cet enfer, c'était mourir une deuxième fois. Ne pas oublier mes parents, mon frère, ma sœur et Georges, mon mari, dont le souvenir ne m'a jamais quitté. Pour Georges Dudac et pour Charlotte Delbo, le Parti communiste fut leur université. C'est là qu'ils se sont connus. Georges est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a offert des fleurs sur les grands boulevards à Paris. C'était au mois de mai, le mois du muguet. Je l'ai toujours appelé mon amoureux du mois de mai. Enfant, et tendre, quand nous marchions enlacés, la forêt était toujours la forêt de notre enfance. Nous n'avions plus de souvenirs séparés. Il embrassait mes doigts. Ils avaient froid. Nos parents étaient d'accord. Ils partageaient nos idées communistes. Nous nous sommes mariés, pour toujours. 1939. Au 56 rue Claude Bernard à Paris, le Parti communiste crée une revue destinée aux jeunes, les Cahiers de la jeunesse. Georges Dudac en est le rédacteur en chef. J'écrivais aussi dans cette revue et j'ai eu l'idée d'écrire un article sur le théâtre. C'est comme ça que j'ai rencontré l'autre homme de ma vie. Louis Jouvet avait la réputation de faire un théâtre engagé. Il a lu mon article et a voulu me rencontrer. J'ai cru qu'il était furieux. Je me trompais. Louis Jouvet était dans sa loge au théâtre de l'Athénée. Il se maquillait, il portait le costume du mendiant dans Électre, une pièce de Jean Giraudoux. C'est vous, mademoiselle, qui avez écrit cet article dans la revue de la jeunesse? Oui. Dans votre article, je retrouve mes phrases, mon mouvement de parole, ma respiration. Comment avez-vous fait cela? C'est peut-être ma pratique de la sténo qui m'a appris à écouter les gens. Vous êtes donc capable de transformer la langue parlée en langue écrite sans en transformer la pensée? Ah oui, monsieur. Alors, vous êtes le directeur de ce théâtre? Oui. Ici, c'est le théâtre de l'Athénée. Avant, il s'appelait l'Éden Théâtre. Je le dirige depuis 1934. C'est vous le patron, alors? Oui, le patron, si on veut. C'est ainsi qu'on m'appelle. En réalité, je suis surtout comédien, mais je suis aussi machiniste, costumier, accessoiriste, peintre, éclairagiste. L'homme à tout faire, quoi. Oui. Voyez-vous, je suis convaincu que pour bien faire son métier, un acteur doit emprunter tous les chemins qui mènent à cet art. C'est le chemin le plus sûr pour aller de la vérité d'un personnage de théâtre. Et quelle vérité, monsieur? L'exigence, ma petite Charlotte, c'est mon credo. Vous allez souvent au théâtre? Oui. J'achète des places à 4 sous. Vous accepteriez de prendre des notes pendant mes répétitions? Pourquoi pas? Revenez demain, à la même heure. Je travaille sur l'école des femmes du Grand Molière. Alceste, Ondine, Agnès, Célimène, Argan sont devenus les amis les plus fidèles et les plus chers de Charlotte. Ce sont eux qui ont sauvé son âme, sinon sa vie. Et c'est aussi grâce à eux que les SS n'ont pas eu raison de Charlotte. Charlotte, tu te souviens, au camp on t'appelait la Jouvette? Scène 4. Le dernier baiser à la prison de la Santé. 1941, la France est occupée. Charlotte Delbo accompagne Louis Jouvet et sa troupe en Argentine. Arrivée à Buenos Aires, elle apprend que Georges et ses camarades courent un grand danger.
Ils sont rentrés dans la clandestinité. Charlotte veut rejoindre son mari à Paris. Finalement, les larmes aux yeux, suppliant Louis Jouvet de partir, celui-ci cède et lui rend son passeport. Il me fallait absolument rejoindre mon grand amour du mois de mai. Charlotte et Georges sont dénoncés. La milice les arrête. Ils sont enfermés à la prison de la Santé. Torturés la veille de son exécution, Georges Dudac refusera de signer le reniement de ses convictions communistes. Pour le faire craquer, les SS amèneront Charlotte dans sa cellule. Charlotte, Georges, je t'attendais, sans y croire, sans oser y croire. C'est toi? ah oui, Charlotte, oui, Georges, c'est moi. J'ai tant rêvé de toi que je ne suis pas certain que ce soit toi. Oui, mon Georges, c'est bien moi. Ils nous ont dit que nous étions des otages. Tu savais? Oui, Georges, je savais. Ils t'ont torturé. Ne parlons plus de tout ça. Je ne savais pas si tu allais venir. Je suis près de toi. Et même, je te touche. J'avais si peur que tu ne viennes pas. Pardonne-moi. Tout ce qui t'arrive est de ma faute. Pardonne-moi. Te pardonner de quoi? En ce moment précis, je te vois. Tu me vois. C'est la dernière joie que tu me donnes. Regarde, Georges. Je me suis coiffée. Et maquillée comme au théâtre. Tu es jolie. Georges, que tu es beau. Toi aussi, si beau. Je ne voulais pas que tu me voies avec une barbe de 2 mois. Que ta peau est douce. Que je t'aime. Tu serres les lèvres. Qu'as-tu? Rien. Tu saignes? Non, Georges, je ne suis pas prête. Crois-tu que je le suis? Charlotte, tu m'as donné 6 ans de bonheur. C'était trop tôt. C'était injuste de mourir si jeune sans connaître la vie. Nous aurions tant voulu les garder, nos hommes. Au regard si beau, aux poitrines si chaudes. J'ai été fusillé au Mont Valérien. J'avais 29 ans. Scène 5, Birkenau, Auschwitz. L'enfer sur Terre. C'était un mois de janvier. 1942, nous étions près de 230 femmes parties du fort de Romainville, en rang serré, sur le quai de la gare de Compiègne. Petite ville tranquille sur la carte de France. C'est là que nous t'avons rencontrée, Charlotte. Tu étais grande, droite et fière, avec des cheveux noirs et des yeux clairs. La plupart d'entre nous avaient moins de 40 ans. Jeunes, vieilles, étrangères, françaises, intellectuelles ou filles du peuple. Les plus nombreuses arrêtées pour fait de résistance. Les autres dénoncées pour presque rien. Ou parce que juives, ou parce que communistes, ou parce que gaullistes, jetés dans la guerre, que nous n'avions pas voulu, n'ayant pas le droit de vote. Nous n'étions pas des soldats. Aucune convention de Genève ne nous protégeait. On savait qu'on risquait gros. Et ce ne fut pas l'effroi. Quand on sut qu'on allait vers l'Allemagne, le travail serait dur, certes, mais on le surmonterait. De ce qui nous attendait, on ne savait rien. Arrivé à la gare de Birkenau et juste avant de me quitter, Alceste m'a murmuré les derniers vers du misanthrope. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je veux sortir d'un gouffre où triomphe les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est la liberté. Était-ce Auschwitz? Cet endroit écarté de toute humanité? Ces soldats qui hurlaient, ces chiens qui aboyaient, ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui pleuraient? Notre présent était là, à nos pieds, impitoyable et glacé. Nous ne savions pas que notre jeunesse allait s'envoler, que nos rêves de jeunes filles se dissiperaient. Nous avons toutes très vite pressenti que, là, sur ce quai de cette gare de Pologne, l'être humain pouvait perdre en quelques minutes son humanité, sa dignité,
son nom même d'homme ou de femme. Nous n'avions que 2 chemins possibles. Vivre ou survivre? Déjà notre passé commençait à s'effacer. Là, nous avons appris le vrai sort des Juifs. Une ville de vieillards, de femmes, d'enfants se dirigeait vers une fumée noire. Quelques-unes d'entre nous ont entonné la Marseillaise. Mais nos voix se sont perdues dans les hurlements des SS, les pleurs, les cris, les sifflements des balles. Tendus, rasés, habillés de loques et couvertes de poux, Condamnés au travail obligatoire, roués de coups. nourris d'une maigre soupe infâme et d'un croûteau de pain rassis par jour. Nous avons découvert le typhus, les diarrhées, les pneumonies, les abcès, les poux, le manque d'eau, l'impossibilité de se laver. Forcés à rester debout des heures durant dans les neiges froides de Pologne. Dormant les unes les autres dans des paillasses dégueulasses. Tatoués, comme des animaux à l'abattoir. Je suis devenue à jamais le numéro 31 661, gravé dans ma chair et dans mon cœur. Dès le début, j'ai su que je tiendrais bon. D'une part, il y avait mes convictions violemment de gauche de ma mère, et de l'autre, l'impressionnante leçon de théâtre que Jouvet m'avait donnée. Antigone, Électre, Dine, Hermione, Don Juan, Hamlet, Rodrigue, Chimène, tous par la voix de Jouvet revenaient dans tes songes. Tous allaient t'aider à narguer la mort. Grâce à eux, face au SS et au capot, tu aurais la force de rester debout. J'ai toujours su qu'un jour je reviendrais pour vous embrasser et entendre votre voix, monsieur Jouvet. Mais comment t'es-tu procuré le texte du misanthrope à Auschwitz, Charlotte? Les gitanes, elles étaient extraordinaires. Après l'appel, elles se promenaient partout dans le camp. En été seulement, car en hiver nous étions cantonnés dans les baraques. Les gitanes volaient de tout, dans les cuisines, aux vestiaires, et même les cigarettes des SS. Il suffisait d'une poche un peu béante. Elles venaient vers nous, elles entrouvraient leurs robes, et pour nous montrer ce qu'elles avaient avant. Un seul prix, une ration de pain. Une ration de pain pour une cigarette. Une ration de pain pour un oignon. Une ration de pain pour une culotte propre. Il y en avait même qui proposaient des morceaux de viande. J'en ai jamais mangé. Figure-toi, on avait trop peur que le rôti provienne du crématoire. Un soir, une gitane m'a accosté et m'a fourré un petit livre dans la poche. Elle a sorti le livre de sa poche et pas bête, elle t'a dit paie-moi d'abord. Elle m'a montré le bouquin. C'était un petit classique, Larousse. C'était Le Misanthrope de Molière. J'en croyais pas mes yeux. Il y avait quelqu'un qui avait emporté le misanthrope dans son voyage pour Ravensbrück. Je lui ai demandé, c'est combien? Elle m'a répondu, une ration de pain. Et tu as donné ta ration de pain contre un texte de Mais Molière. pas tout de suite, j'étais pas folle. Je lui ai demandé de me faire un prix. Je lui ai dit aussi que peu de gens lui achèteraient son livre, que c'était moins facile à vendre qu'un morceau de viande. Rien à faire. Elle voulait une ration de pain, et c'est tout ce qui me restait. Qui a jamais payé un ouvrage de Molière aussi cher? J'ai payé. Et j'ai serré le livre contre ma poitrine, et je vous ai rejoint à la baraque. Je me souviens, on s'apprêtait à manger notre pain avec de la margarine et je t'ai demandé tu ne manges pas ce soir? On a même insisté. Je t'ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait de ton pain? Tu t'es encore acheté une cigarette? Mais non, ma cigarette, je l'aurais partagée avec vous. Alors je t'ai dit tu vas nous le lire, ce livre qui t'a coûté si cher. On t'a toutes donné un bout de notre pain, et en échange, tu nous as lu le misanthrope. Et grâce à toi, j'ai découvert Molière. Ce type, je le connaissais même pas. Et moi, je me suis dit qu'il parle bien l'Alceste. Il a la langue de mon pays, pointue et décidée. Il se laisse pas faire, ce type-là. Moi, je préférais Célimène. Quelle femme! Veuve et libre à 20 ans! Ouais, comme toi, ma poupette. On a appris des bouts de texte avec toi. Au camp, j'ai eu très peur de perdre la mémoire. Perdre la mémoire, c'était perdre son âme. Ce n'était plus être soi. J'avais inventé 1000 exercices pour la faire travailler. Me rappeler les numéros de téléphone des camarades. Énumérer les stations de métro. Opéra, Gare Saint-Lazare, Avco-Martin, Montparnasse Bienvenue. Les boutiques de la rue Lafayette, le Bon Marché, le Printemps.
J'avais même réussi à me rappeler 57 poèmes. On s'endormait en les chuchotant avec toi. J'ai fini par connaître tout le Misanthrope par cœur. Un fragment chaque soir que je me répétais le lendemain pendant l'appel. Et jusqu'à notre libération, j'ai gardé le texte de Molière sur mon cœur. Scène 6. Nos hommes, qu'est-ce qu'on les aimait. En revenant des marais, on les croisait, nos hommes. Nos pauvres hommes. Les prisonniers juifs étaient en civil, des vêtements informes qu'ils attachaient comme ils pouvaient. Les autres prisonniers étaient en habits rayés. Ils flottaient dans leurs vêtements. Les pauvres, ils devaient marcher au pas comme des soldats sans armée. Avec leurs socs en bois, ils trébuchaient sans cesse. On gardait un peu de notre pain pour eux. Toi, Lily, la plus jeune d'entre nous, t'as fini par craquer. C'est sa cousine Eva qui nous a tout raconté. Lily était juive, mais elle avait échappé aux cheminées parce qu'elle était jeune, jolie et surtout débrouillarde. C'est aussi parce que je connaissais l'allemand. Tu avais une blouse boutonnée dans le dos, comme toutes les juives. En travaillant au labo avec vous, j'ai eu la même blouse grise que vous. Tu as même réussi à coudre un col blanc dessus, ma chère. Ça plaisait aux SS qui aimaient qu'on soit propre. Et qui fermait les yeux. Ça leur arrivait. Autour de l'atelier où vous travailliez, il y avait un jardin et des prisonniers polonais. Ils cultivaient des légumes et des fleurs. On avait oublié qu'il y avait des légumes et des fleurs. Lily était tombée follement amoureuse d'un prisonnier polonais. Le coup de foudre. Je connaissais même pas son nom. Elle était si contente d'être amoureuse. Nous, on ne comptait plus. J'avais même oublié qu'il y avait des fleurs. Et aussi de beaux hommes aux yeux bleus. Et l'un d'eux, un jour, t'a adressé la parole. Tu veux des cigarettes? Tu n'avais jamais fumé de cigarette, mais tu as répondu Oui. On peut te trouver des concombres, des choux, des salades si tu veux. On en a toutes profité. Des légumes verts, tu parles. On n'en avait plus mangé depuis longtemps. Un jour, ton amoureux n'est pas venu et son ami t'a glissé un petit papier dans la poche. Tiens, mon camarade peut pas venir aujourd'hui, il t'a écrit un mot. Et le lendemain, tu lui as répondu. Le camarade de ton fiancé est parti avec, mais il est passé à la fouille et les SS ont trouvé le papier. Ils ont demandé au camarade de ton fiancé qui était la Lily qui avait signé ce papier. Ah, je sais pas. Je la connais pas. Quelques jours plus tard, les SS sont venus chercher Lily et on ne l'a plus revue. On a su bien plus tard ce qui s'était passé. Les SS nous avaient tous réunis devant les cuisines. Le commandant a annoncé que celui qui avait reçu un billet d'une certaine Lily devait se dénoncer. Sinon, tous les prisonniers seraient fusillés. Mon fiancé est sorti du rang. C'est moi qui ai écrit ce billet. Alors les SS sont venus chercher Lily dans l'atelier. Et elle les a suivis sur la route ensoleillée. Nous, les Juifs, nous n'étions rien d'autre que des chiens pour les SS. C'est à cause du petit mot que tu as écrit à ton fiancé que tu es morte, n'est-ce pas, Lily? Il vous a fusillés tous les trois pour un petit mot. Qu'est-ce que Lily avait écrit sur ce petit mot? Lily avait écrit « Nous sommes là comme des plantes riches de vie et de sève, comme des plantes qui voudraient pousser et vivre. » Pour les SS, c'était un message politique. Pour Lily, c'était un vrai message d'amour. Scène 7. À Auschwitz, on ne rêvait pas, on délirait. L'enfer avait donc un nom, Auschwitz. Beaucoup d'entre nous disparaissaient dans le dortoir. On se levait le matin, comme tous les matins. Certaines restaient couchées pour toujours. Enjamber les cadavres, ne pas avoir pitié de celles qui n'avaient plus de force, se compter tous les jours, rester toutes en vie. Au début, nous voulions chanter
Mais nos voix se brisaient, voilées par la faiblesse, les trépassés ne chantent plus. Nous étions toutes déjà mortes. Aucune de nous ne croyait s'en tirer vivante. C'est à Raïsco que nous nous sommes un peu réveillés. C'est là qu'est revenu le souffle de la vie. Raisco, un plus petit camp créé par les SS autour d'un laboratoire où les SS cultivaient une plante censée produire du caoutchouc. On pouvait se laver, on avait des paillasses convenables. On commençait à ne plus sentir la mort sur notre peau. Il y avait de quoi reprendre une apparence humaine. On redevenait coquette. On se coiffait, on recousait nos haillons, on se passait les joues pour avoir bonne mine. Et en bêchant la terre comme de vrais maçons, on se racontait des poèmes, et même des pièces de théâtre. Surtout toi, Charlotte, tu les connaissais presque toutes par cœur. Et ça nous remontait le moral. On avait l'impression de revivre. Je me souviens, c'est toi, Lulu, qui a eu l'idée de monter le malade imaginaire. On a même fait une affiche. Et toi, la Jouvette, tu as fait la mise en scène. Et moi, j'ai joué le rôle d'Argan, avec l'accent de Marseille. On a cousu des costumes et construit un vrai décor. Avec tout ce qu'on trouvait, des feuilles, des bouts de ficelle, des vieux clous, des bouts de bois. Le fauteuil d'Argan était fait de vieilles caisses branlantes et sa clochette, une boîte de conserve. Nos vieux tricots sont devenus des jabots, des dentelles et des rubans. Molière en costume rayé. C'était magnifique. On a même frappé les 3 coups. C'était magique. Un exploit. On a joué la pièce un dimanche, après Noël. Notre seul public, c'était les Polonaises. Elles comprenaient tout le français. Même les capots nous ont laissés tranquilles. Miracle du théâtre qui nous fait retomber en enfance. Pendant 2 heures, nous y avons cru. On a fait des réserves pour lutter contre l'horreur. Les morts revenaient à la vie. Mais au-dessus, les marais de Birkenau planaient encore les ombres des personnages de théâtre. Celles d'Argan, celles de Toinette, celles d'Angélique. Les personnages de ce bon vieux Molière ranimaient nos cœurs blessés. Et pour quelques heures, on pouvait se mettre à espérer que les honteuses cheminées d'où s'échappaient des brouillards de chair humaine s'arrêteraient enfin un jour de fumer. Cette nuit, le retour d'Alsace. À l'émission de radio Radioscopique, 1973, Jacques Chancel reçoit Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, vous êtes revenue vivante des camps de la mort et vous avez voulu témoigner de l'horreur de cette terrible expérience. Je ne suis pas revenue entièrement vivante des camps de la mort, mais survivante. Je suis morte là-bas. J'y ai perdu mon âme, mon cœur, ma joie. Mais pourquoi avez-vous attendu 20 ans pour parler? Si vraiment j'avais écouté mon bon sens, j'aurais tout oublié. Mais je suis une militante dans l'âme. Il fallait que je m'apaise, que mon corps se redresse, que ma volonté revienne, ainsi que ma dignité. Les nazis nous tuaient afin qu'on ne parle pas. Pour continuer à me battre contre leurs démons, je me devais de revenir à la vie. Je n'étais pas morte avec Georges Dudac au champ d'honneur. Il m'a fallu 20 ans pour retrouver ma dignité de femme. Auriez-vous préféré mourir là-bas? J'y ai souvent pensé à mon retour, je l'avoue. Pendant mes 27 mois de captivité, tous les jours, j'ai vu mes amis les plus chers, mes camarades les plus admirables, les hommes les plus jeunes et les plus désirables mourir sous mes yeux de façon épouvantable. Et je luttais pour ne pas me laisser mourir avec eux. Pourquoi? Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Votre question m'ébranle, comme une gifle salutaire qui réveille mon instinct de résistante. Je crois que je suis née comme vous, comme moi, comme tout le monde, pour vivre. Et pour moi, vivre, c'est lutter. J'avais promis à Georges de continuer à résister. 20 ans plus tard, je tiens ma promesse. Je mets des mots sur l'horreur humaine, et ces mots doivent toucher au cœur des vivants. Ni oubli, ni silence. Non, parce que rien n'a changé. L'histoire ne s'apaise jamais.
Le combat pour la dignité est un combat sans fin. Il m'a fallu du temps pour revenir à la surface de moi-même. Vous avez voulu retrouver toutes les femmes de votre convoi. Pourquoi? En 1945, quand je parlais des camps à ceux qui n'y avaient pas été, je voyais dans leurs yeux qu'ils ne voulaient absolument pas nous croire. Nous étions ensemble dans l'avion qui nous ramenait au monde des vivants. Plus on se rapprochait de Paris, plus on s'éloignait les unes des autres. Nous devenions toutes transparentes, floues, irréelles. Nous nous défaisions les unes des autres. Nous pressentions que pour les vivants, nous étions devenus d'insupportables fantômes dont ils ne voulaient plus entendre parler. Et puis, une nuit, le personnage d'Alceste est revenu vous hanter dans vos rêves. Il a déposé un livre sur votre table de chevet. Oui, un livre, un seul. Le texte du misanthrope, du grand Molière. Les mots de Molière ont à nouveau Les mots de frappé Molière ton cœur. ont à nouveau Les frappé mots ton de cœur. Molière. Ces mots qui Les nous mots de semblent Molière ont à nouveau Les mots de frappé Molière ton étaient cœur. devenus frappés, les nôtres. étaient Ces devenus mots les qui au nôtres. camp Ces mots, étaient ces devenus mots les avaient nôtres. nous avaient étaient devenus les nôtres. Ces mots qui nous à avaient surmonter aidés l'enfer. à surmonter surmonter Qui nous l'enfer. avaient aidés à surmonter l'enfer. Nota bene de l'autrice en guise de métaphore moderne. J'ai participé à un colloque en Normandie. Hommes et femmes s'étaient réunis pour réfléchir sur les morales de Diderot. Nous parlions de la bonté, de la bienveillance, de la démocratie, de la laïcité, de l'esthétique, de tout ce qui fait avancer l'humanité vers une pensée libre et partagée. Au pied du château, il y avait un pré. Le pré était entouré de fils barbelés. Derrière ces barbelés électrifiés paissaient de belles et humbles génisses. Elles s'appelaient Marguerite, Poupette, Lydie, Gina, Lola, Cocotte, Pupus. Chacune avait une plaquette argentée dans l'une de ses oreilles sur laquelle était écrit non pas leur petit nom d'affection, mais un numéro. Oh. On ne les nommait plus, on les comptait. Une d'elles s'est approchée de moi. Elle était toute noire avec quelques petites taches blanches. J'ai déchiffré un numéro sur la plaque argentée dans son oreille. 4257. Quel drôle de nom pour une vache. C'est pas un nom, 4257. Même pas pour une vache. Alors, j'ai murmuré à l'oreille de la douce génisse son vrai prénom. Celui que je lui donnerai dans le secret de ma conscience de femme du XXIe siècle. Je lui ai donné le prénom de Lolotte. Et la vache, transmettant le message de Charlotte Delvaux, m'a chuchoté à l'oreille: ne me réclame rien. Ne leur réclame rien. Elles ont assez payé.